Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 24 dans lequel on va attaquer et on va surtout terminer la fonction Visu. Je vous rappelle que Visu, c'est la fonction qui va afficher à l'écran sur le marché directement toutes les informations que vous voulez voir sur votre logiciel, parce que vous pouvez intégrer Visu sur votre logiciel ou sur le robot de trading qu'on est en train de faire. Cet épisode, il est un peu costaud, il est long, mais il est nécessaire. J'ai pas voulu le découper en deux parce que c'est un ensemble cohérent. On va déjà voir toute la partie d'un certain nombre d'éléments sur les concepts d'affichage, de gestion des éléments graphiques. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes que j'ai vécues moi sur mes affichages, parce que si vous allez sur mon site, le lien est en description, hein, vous allez voir, il y a beaucoup de robots et beaucoup d'indicateurs, pardon, et tous mes indicateurs ont un genre de cockpit sur l'écran qu'on peut afficher, déplacer, réduire, enfin, il y a tout un ensemble de choses, et donc au niveau de l'affichage, j'en ai chié un peu quand même. Et ensuite, on va voir deux gros travaux. Le premier, c'est la partie vraiment organisation de l'affichage en fonction de ce qui peut se passer quand vous tradez. Et l'autre, c'est vraiment l'affichage, où là, on va taper vraiment dans les fonctions d'affichage avec les différents attributs. Accrochez-vous, c'est un épisode qui est assez costaud. Par contre, on ne fera pas d'essai. On ne fera pas encore d'essai d'affichage parce que le robot n'est pas fait pour le faire pour l'instant. Ça sera dans le 25, celui qui va suivre après, où là, on va carrément intégrer dans le robot toutes les fonctions de Visu et on va créer carrément notre environnement. Et là, par contre, dans le 25 qui va suivre, on va vraiment faire des essais. Pour l'instant, on est sur le 24, on code, on va attaquer par les concepts et après du codage. A tout de suite. Donc avant d'aller plus loin, je vais reprendre différents concepts. Dans les fonctions publiques, on a vu, il y avait affiche et redessine. Ça, c'est les parties qui sont qu'on va utiliser régulièrement. Affiche, c'est uniquement si on a un changement de données. Donc dès que nous, on maîtrise le changement de données, on a modifié, je sais pas moi, un texte par exemple, une valeur, on a effacé quelque chose, on va devoir appeler affiche. Ça, il n'y a aucun problème. Le redessine, c'est parce que vous avez un écran et on va mettre par exemple les informations ici au milieu. Donc on est vraiment sur l'axe milieu de l'écran. Si vous changez ici la taille de votre écran et que ça passe là, on n'est plus au milieu. Donc on va devoir appeler redessine pour recaler cet affichage au milieu de l'écran. Pour faire ce traitement, on va avoir des fonctions privées qu'on n'a pas forcément la peine de mettre à disposition de l'extérieur. Le premier truc privé qu'on va faire, c'est tout simplement le efface. On va devoir effacer, alors pas un widget, donc ce qu'on appelle un widget, pas un truc en particulier, non, tout ce que la classe a affiché, on va l'effacer avec ça. En une seule fonction, on efface tout. Ça pose aucun problème, c'est très très rapide. Et ensuite, on a le dessine, on va l'appeler dessine, parce que là, c'est vraiment la fonction qui va prendre la configuration de la classe et qui va afficher à l'écran en faisant tous les petits dessins, les couleurs, tout par rapport aux attributs qu'on a rentrés. Ça, on va voir tout à l'heure comment le coder, et ça aussi, mais c'est surtout cette partie-là qui va être la plus importante, parce que c'est elle qui va mettre en place tous les attributs pour afficher des informations à l'écran. On verra tout à l'heure dans le code ce qu'on appelle un widget. Un widget, qu'on appelle ça dans le métier, hein, c'est un objet. Si vous cherchez dans la définition de MetaTrader, c'est ce qu'on appelle les objets. Tous les objets sont des éléments graphiques. Un objet contient un grand nombre d'attributs. Il y a des attributs comme le nom, par exemple. Il y a aussi, on va dire, la fenêtre. Alors je l'écris en anglais, mais c'est la fenêtre dans laquelle on affiche. Par exemple, on peut avoir plusieurs marchés et on veut l'afficher dans uniquement une des fenêtres de l'écran, pas sur tout. On a les coordonnées, donc soit XY ou bien la date et le prix. Ça, c'est les trucs par défaut. Ensuite, on a aussi le type de l'objet, parce que savoir si c'est une ligne, un triangle, un rectangle, du texte, je sais pas moi, plein de choses, un rond, une ellipse, enfin bref. Il y a plein de choses et en fonction de ces types-là, il y a d'autres attributs qui sont vraiment spécifiques au type.
Et puis après, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont communs. Je ne vais pas vous les lister là, on verra tout à l'heure sur le code. Mais c'est par exemple, on peut définir le fait qu'il soit caché dans la liste des objets, quand on fait la liste. On peut aussi définir qu'il est modifiable, on peut modifier qu'il est sélectionnable, on peut modifier qu'il est sélectionné. On peut avoir aussi le fameux texte de survol. Par exemple, quand la souris passe dessus, mais en fait, on a une information qui s'affiche. Tout ça, c'est du commun. Donc ça, c'est vraiment commun. On va voir tout à l'heure. Ça, c'est du spécifique au type. Et ça, c'est du commun aussi. Donc en fait, on a deux groupes de données communes. Alors ça, c'est particulier par rapport au type. Mais bon, grosso modo, ça c'est commun pour la configuration globale d'un objet, et ça c'est spécifique au type. Pour identifier un objet, vous avez une information qui est extrêmement importante, c'est le nom. Le nom, c'est l'identité unique d'un objet, d'un truc qui est sur l'écran. Par rapport à un marché, pas par rapport à la plateforme, c'est vraiment par rapport à un marché. Si vous avez un indicateur qui a créé l'objet Toto, qui est là. Ensuite, vous mettez un autre indicateur qui, lui, il utilise aussi un objet qui s'appelle Toto. Ça ne marchera pas. Parce que lui, il va travailler sur l'objet Toto qu'il a créé, mais lui, il va vouloir créer son objet Toto. Sauf que là, on va avoir un message qui va dire « Non, ça existe déjà, c'est pas bon ». Et puis si lui, il s'en fout du message d'erreur, après il va modifier son objet, parce que pour lui, il l'a créé. Mais il va modifier un truc ici qui n'est pas à lui. Si lui, il a créé ici un rectangle et que lui, c'est du texte, lui va faire des modifications d'attributs pour un texte. Alors, pour certains attributs qui sont communs, ça marchera, par contre pour les autres, ça ne marchera pas. Et lui, pareil, lui, il croit avoir un objet Toto, et en fait, on vire cet indicateur, qui lui, gentiment, dit « Efface Toto, j'en ai plus besoin ». Toto existe, hein, donc il va l'effacer. Mais lui, Toto, il bosse avec, il l'a pas effacé lui. Et quand il va voir travailler avec, il est où? Il n'y a plus. Donc du coup, ça va créer des messages d'erreur. Et l'indicateur risque de ne plus marcher. Et ça, je vous avoue que, ayant fait pas mal de code, et avec beaucoup d'affichage, j'en ai un peu chié. Le seul moyen pour avoir un truc qui soit cohérent et qui soit vraiment super cool, c'est de ne jamais avoir de nom identique. Donc moi, ce que je fais, et ce qu'on a commencé à voir tout doucement, c'est que je définis, chaque logiciel définit un préfixe. Un préfixe, c'est du texte, par exemple. Par exemple, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Darwin, par exemple. Ou Darwin 2025 01, parce qu'on est en janvier. Ça, on a fait une version dès 2025 01. Dès que je vais créer un objet, dès que je vais utiliser un objet dans mon robot ou mon indicateur, je vais le préfixer avec ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, je reviens pour mon Toto, je vais dire, Toto maintenant, c'est pas Toto, c'est D2025-01 underscore Toto. Si j'ai un autre logiciel, un autre indicateur, qui lui, je sais pas, moi, on va l'appeler, je sais pas comment on va faire, un indicateur que je mets, c'est le MACD 0 lag, donc MZL. Là, je vais dire, tiens, toi, en préfixe, je vais te donner M, et comme je t'ai fait en 2024, c'était en novembre, par exemple, je t'appellerai comme ça. M comme MZL, D comme Darwin. Bon, c'est un exemple. Et bien en fait, tous mes objets seront préfixés avec ça. Donc même si j'ai un Toto, lui, il s'appellera toujours Toto, mais le préfixe fait que les deux éléments seront différents. Et ça, c'est très important. Il y a un bon et un mauvais côté. Le bon côté, pour tout ce qui est Expert Advisor, on peut en avoir qu'un seul à la fois. C'est-à-dire que si vous glissez dessus Darwin sur votre graphique, tous les éléments que vous allez créer auront un préfixe qui seront propres à Darwin, mais vous ne pourrez jamais avoir deux fois Darwin en même temps sur le graphique. Donc c'est génial. Mais ce n'est pas le cas pour les indicateurs. Vous avez un indicateur qui est par exemple MACD 0 lag. J'y reviens parce que j'aime bien. Ce MACD 0 lag, vous allez le mettre avec des paramètres 26, 4, 15. Par défaut, cet indicateur, lui, il met un préfixe qu'il appelle MZL 2024. Tous les éléments qu'on va afficher vont s'appeler MZL 2024 underscore et le nom de l'objet qu'on veut afficher. Maintenant, vous voulez un autre MACD 0 lag parce que vous trouvez que c'est génial. Mais vous avez d'autres valeurs. Donc vous rouvrez MZL sur votre graphique. Vous lui donnez par contre les valeurs 14, 9, 18. Oui, mais lui, c'est le même logiciel.
Et lui va s'appeler en préfixe MZL 2024. Et là, attention, vous avez un conflit entre les deux préfixes parce que les deux indicateurs ont le même préfixe. Faites gaffe, c'est chiant. Oui, alors bien sûr, on peut faire un truc. La solution, c'est que dans les informations de lancement, quand vous lancez votre logiciel, vous pouvez demander dans les paramètres, par exemple, préfixe ou bien nom unique. Effectivement, les gens, du coup, ici, vont mettre un blabla et c'est ça qui sera le préfixe. Ça veut dire que vous laissez l'utilisateur choisir son préfixe. Mais s'il s'en fout, ça sera le même problème qu'ici. Une autre solution très intéressante, c'est qu'en fait, le préfixe, il va être automatique et, par exemple, vous allez prendre le préfixe, c'est la date en millisecondes, ou en secondes d'ailleurs, du lancement du logiciel. Par exemple, s'il était, je sais pas moi, 18h24 et 55 secondes, ça sera ce préfixe-là pour le logiciel. Vous lancez celui-là, il a 1 heure, vous lancez celui-là, il a été fait à 25-15, donc 18-25-15, préfixe différent, et là il n'y a aucun risque. Vous êtes sûr? Il y a des risques. Ce principe-là marche bien quand c'est l'utilisateur qui glisse sur l'écran, parce que là, à moins qu'il soit vraiment Superman, mais généralement, il y aura forcément une heure différente. Mais quand vous mettez en route votre plateforme, vous faites du on sur la plateforme, là, vous ouvrez la plateforme va mettre le graphique et va lancer automatiquement tous les indicateurs qui sont dessus. Là, on n'est plus sur une manœuvre manuelle par l'opérateur. On est sur du logiciel qui lance en même temps. Alors, ça ne sera jamais en même temps. Mais vous pouvez avoir quasiment même pas 1 seconde d'écart entre un lancement de MZL, si on reprend l'exemple, et l'autre lancement. Et là, vous allez avoir 2 préfixes identiques. Vous pouvez enregistrer aussi des images ou des modèles. Par exemple, vous avez un modèle où vous savez que vous avez configuré votre marché avec des couleurs particulières et des indicateurs particuliers. Et du coup, vous allez avoir aussi, pareil, une installation. Donc, il va effacer tous les indicateurs du marché, puis il va vous mettre une configuration propre à lui. Et qui peut avoir plusieurs indicateurs identiques. Et si vous avez ça, ça ne marchera pas parce que ça va initialiser quasiment au même moment. Alors là, je vais vous dire un truc que j'ai fait, parce que ce genre de choses, j'ai eu beaucoup de problèmes. Quand j'ai fait mes indicateurs, moi j'en ai fait pas mal, et tout comporte des cockpits. J'ai fait des cockpits de pilotage, parce que je trouve c'est sexy, c'est bien, c'est super, on peut en piloter, on peut voir visuellement tous les paramètres, sans forcément arrêter l'indicateur, aller dans les paramètres. Donc c'est un truc qui m'a bien fait kiffer. Mais le problème, c'est que effectivement, je devais avoir des préfixes différents. Alors tant que j'avais des indicateurs différents sur l'écran, très bien, mais des fois, j'avais des besoins d'avoir les mêmes indicateurs avec des paramètres différents. Et là, ma situation s'est confrontée à tout ce que je vous ai montré. Il existe des solutions, entre autres, une des solutions, c'est ce qu'on appelle les GV, les variables globales, donc Global Value, qui sont utilisées par MetaTrader, où là, vous pourriez avoir un système où ça mémorise dans une variable globale une information, et du coup, l'autre indicateur, quand il se lance, il voit ça et il retravaille derrière. Il y a d'autres galères derrière. Vous pouvez aussi gérer dans des fichiers. Donc vous avez, quand l'indicateur se lance ou quand le logiciel se lance, vous avez une mémorisation, enfin vous avez un scan du fichier et vous regardez tout ce qui existe sur l'écran. Et si vous voyez un préfixe qui est déjà celui que vous avez, vous le faites évoluer et vous l'enregistrez le vôtre dans ce fichier. C'est une autre solution. Les deux se valent, mais vous avez d'autres problèmes derrière. Le problème, c'est que vous avez un écran dans lequel vous avez des widgets, des trucs, des lignes, des carrés, des textes, tout ça. Ça, c'est votre indicateur, on va en prendre qu'un. Vous avez un indicateur qui a un préfixe qu'on a, là pour l'instant on va l'appeler Toto, tiens, pourquoi pas. Toto underscore, c'est votre préfixe. Tous les éléments de votre logiciel s'appellent Toto underscore quelque chose. Vous avez un plantage. Ça veut dire que votre code, il est planté et il ne redémarre plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous relancez votre indicateur, vous relancez votre logiciel. Si le préfixe est figé, l'indicateur ou le logiciel, dès qu'il va se lancer, il va déjà effacer tout ce qui s'appelle Toto underscore, vu que c'est à lui, il ne veut pas être emmerdé. C'est la meilleure des solutions. Ça marche bien si votre préfixe est figé. Mais si votre préfixe, alors que ce soit avec n'importe quel traitement, hein, les dates, le fichier, les global value et autres, si votre préfixe s'appelle D, par exemple, 004,
parce que vous avez un système comme ça qui a vu qu'il existait déjà un D003. Donc il a dit, bah moi je vais faire du +1, je vais prendre D004. Donc ça, on s'en fout. Le logiciel, quand vous l'avez lancé, lui, il s'appelle D004. Super. Mais quand vous allez arrêter votre logiciel, vous allez potentiellement effacer ça. Tant mieux, si vous le relancez, vous n'allez pas forcément avoir le D004 parce que ça dépend ce qui aura été avant. Ça va peut-être s'appeler différemment. Mais comme vous l'avez effacé correctement, il n'y a pas de problème. Si votre soft se plante, vous avez plein d'affichages à l'écran qui s'appelle D004 quelque chose. Vous relancez votre logiciel. Sauf que lui, alors si je reprends l'exemple du fichier par exemple qui listait, lui il sait qu'il a un D003 et il sait qu'il a eu à une époque, ou maintenant d'ailleurs on ne sait pas trop, mais il avait un D004. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque le D004 existe, pas con, hein, moi je vais faire un D005. Bah oui. Et première chose à faire, j'efface tout ce qui s'appelle D005. Bah oui. Et après, je travaille sur mon fichier avec du D005 quelque chose. Qu'est-ce que ça devient, tous les objets graphiques qui s'appellent D004? Personne ne les connaît, personne ne les a effacés, vous avez un écran qui est dégueulasse. Ça, c'est pour vous faire peur, pour vous montrer que l'affichage sur MetaTrader, ça peut être très sportif. Bon, maintenant, nous, on s'en bat les steaks, vu que c'est un expert advisor. Ce qui est génial, parce que ça veut dire qu'il y aura toujours un seul et unique robot de trading ou expert advisor à la fois. Donc on va mettre un préfixe qui sera figé, qui sera spécifique au robot, et ça veut dire que quand on va effacer le robot, enfin quand on va le retirer, ou quand on va le remettre, ou même s'il plante et qu'on le relance, on aura toujours le même préfixe. Donc on va pouvoir effacer des informations graphiques qui seront toujours avec le même nom. Donc on n'aura aucun problème. Ouais, tout ça pour dire qu'il n'y a aucun problème avec le robot, c'est long. Bon voilà, en tout cas, il fallait que je vous le dise, parce que l'affichage avec MetaTrader, ça peut poser de très gros problèmes, et ça peut vraiment être un sacré merdier, quoi. Hein. On va l'appeler comme ça. Bon, en tout cas, là, on y retourne, et maintenant, on va créer toute la partie des fonctions qu'on a vues tout à l'heure pour afficher, redessiner et mettre à jour les attributs. Bon, on a bien avancé, maintenant on va faire ici, on va gérer l'affichage, donc on va appeler cycliquement la fonction affiche, tout simplement, et ça veut dire que cette fonction, c'est simple, elle va contrôler si les données qu'on a affichées, les attributs, tout ça, ont évolué depuis la dernière fois. Donc pour ça, on doit bien mémoriser ce qui était affiché avant. Et donc, dans les tableaux ici, on a les états en fonction du nombre d'attributs qu'on veut mettre à l'écran, et on a tous les textes. Mais on va devoir mémoriser. Donc on va créer un nouveau tableau pour mémoriser les états du coup d'avant. Je vais le mettre après les états. Alors c'est le même type, hein, bien sûr, il n'y a aucun problème, puisque ça sera tout bêtement la recopie. Hein. L'avantage de ça, c'est que, par exemple, quand on va appeler affiche cycliquement, si jamais il n'y a aucun état qui a évolué, qui a changé, aucune raison d'effacer les attributs, de les modifier, tout ça. On ne va pas se créer du traitement pour rien. Donc avec ça, on aura une mémorisation, et si jamais c'est pareil, on ne fera rien. Par contre, si jamais les attributs ont changé, à ce moment-là, on refera un affichage. Donc maintenant qu'on a vu, on va descendre, et après le update, avant les fonctions privées, on va créer la fonction affiche, donc je la mets là, hop, je la colle, un deuxième saut de ligne, voilà. Donc affichage en fonction des états. Donc c'est là où on va vraiment commencer à travailler sur l'affichage. Alors comme les autres fonctions, on ne fait aucun traitement si la taille est à 0, on n'affiche rien si la taille est à 0, ou bien si le préfixe est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a pas initialisé le préfixe. Bien sûr, là, premier test à faire, comme les autres, hein, si on a ça, on vire, on fait rien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner tout le tableau des attributs mémorisés avec les attributs qui sont en cours et qui sont à afficher. Si on a un écart entre les deux, donc ça veut dire que s'il y a eu un nouvel attribut où on a changé quelque chose, à ce moment-là, on va le repérer et on va mémoriser dans un booléen le fait qu'on doit remettre à jour l'affichage. Et en fonction de ce booléen à la fin, on appellera la fonction d'affichage. Donc on va utiliser deux variables locales. Une première, c'est un entier pour faire la boucle de scan, et l'autre, c'est un petit booléen qui va permettre de dire est-ce qu'on doit afficher ou non. Donc après ce test-là, je rajoute, on va faire, donc j'initialise afficher à non, par défaut on n'affiche pas.
et après je scanne dans la boucle de 0, de l'indice 0 jusqu'au maximum du tableau. Et là, si jamais l'état est différent, c'est pour ça qu'on fait un point d'exclamation égal, si c'est différent de du tableau des attributs, à ce moment-là, on va dire on affiche. Et alors, si on affiche, si on a trouvé un attribut qui a changé, pas la peine d'aller plus loin pour voir s'il y a d'autres attributs qui ont changé. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, à partir de là, on fait un break. C'est-à-dire qu'on va casser la boucle et on va sortir avant la fin de la boucle. Parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Après qu'on a fait ça, on sait si on doit afficher ou pas. Donc on a simplement la condition. Si afficher, à ce moment-là, on fait l'affichage et on finit la fonction. Et là, tout bêtement, je vais appeler la fonction dessine, qui elle sera dans les fonctions privées. On va la créer juste après, comme ça permettra d'avoir une compilation qui tourne. Voilà. Bon, il n'y a rien dedans, hein. C'est pour l'instant juste comme ça, elle est créée. D'ailleurs, est-ce que je l'ai mis dans les fonctions privées? Je crois pas. Non, elle n'est pas. Donc je la mets après efface. Bon, elle y est, comme ça permettra de compiler sans erreur. Donc là, ce que je fais, je redescends, affiche, voilà. Là, il est clair que si jamais j'ai un attribut qui a changé, je dois redessiner l'affichage. Donc à ce moment-là, je vais appeler la fonction dessine. Et dessine, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le tableau, c'est une fonction qui, elle, va vraiment travailler, va vraiment mettre les objets graphiques à l'écran, va effacer les anciens et va tout redessiner les informations graphiques. Alors, il y a une autre fonction dans les fonctions publiques que j'ai prévu de faire, qui est aussi très importante, c'est redessine. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit à l'écran tout à l'heure, si votre taille de plateforme, si votre écran change, si vous redimensionnez les fenêtres, si vous faites X choses à l'écran, vous allez devoir remettre à jour, redessiner les interfaces, les dessins pour adapter par rapport à l'écran. Et ça sera appelé dans la fameuse onChartEvent, qui est une fonction native de MetaTrader, qui va être appelée, cette fonction-là, elle est appelée dès qu'il y a quelque chose qui est en interface avec l'écran. Si vous appuyez sur une touche, si vous bougez la souris, si vous redimensionnez, si le marché change, si vous changez le zoom, enfin tout ce qui touche à l'écran, ou qui peut avoir un impact à l'écran, vous allez appeler cette fonction avec différents attributs qui vont pouvoir dire si c'est la souris qui a bougé, le clavier, si c'est le marché qui a bougé, si c'est la taille qui a changé, il y a plein de choses. Nous, on va appeler cette fonction redessine uniquement s'il y a eu un impact sur la forme de l'écran, sur la taille. Si le marché a été rafraîchi, on s'en fout, ça bouge pas. Par contre, dès que l'écran a changé d'aspect, à ce moment-là, on va appeler cette fonction. On verra après comment faire, mais pour l'instant, on va se focaliser sur la fonction. On va l'appeler et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vérifier, elle va mémoriser déjà quelle était la largeur de l'écran, la hauteur de l'écran. Et en fonction de ça, si jamais ça a changé, à ce moment-là, on redessinera, donc on appellera la fonction dessine comme tout à l'heure, hein, comme celle qui est ici, et du coup ça va effacer et remettre pile là où il faut les affichages. Alors pour ça, dans les données privées, on va mémoriser différentes choses. On a deux informations, comme je vous ai dit, importantes, c'est la taille de l'écran, la taille de la fenêtre. Donc on va mémoriser la taille graphique X, donc celle qui est en largeur, et la taille graphique Y, celle qui est en hauteur. Et ces deux informations, on va devoir les mémoriser et regarder si ça a changé. Et si ça a changé, à ce moment-là, on redessinera. Donc cette fonction, donc on va aller en bas, après affiche, voilà, affiche, il est là, et juste après, on va créer la nouvelle fonction. Voilà, donc redessine. Donc si la taille du graphique a changé, on redessine, tout simplement. Alors si vous avez bien noté, comme ici, première chose à faire, on vérifie si la taille est à 0 ou le préfixe est initialisé à 0. Donc, première chose à faire, on vérifie, taille à 0, on n'affiche pas. Préfixe à vide, ça veut dire pas configuré. Donc quand c'est ça, si on a l'un ou l'autre, on sort, on ne fait rien. Ensuite, on va récupérer deux attributs du graphique. C'est des attributs qui permettent de savoir et de connaître la taille en X et la taille en Y. Donc on va comparer nos variables locales avec un chart getInteger. 0, c'est pour le graphique courant, c'est pour le marché où on se trouve, et chart white in pixel. Ça veut dire qu'on va récupérer le nombre de points, de pixels qu'il y a en largeur sur la fenêtre de votre marché. Et pareil ici, c'est en hauteur. Donc comme on a mémorisé ça, on va voir est-ce que c'est différent ou, enfin l'un ou l'autre. Et si c'est différent, à ce moment-là, on a différentes choses à faire.
D'une part, on va mémoriser les nouvelles valeurs, comme ça le prochain coup, on vérifiera si ça a de nouveau changé. Et puis, on va appeler la fonction dessine, comme ici, pour dire, bah voilà, à partir de maintenant, comme l'écran a bougé au niveau de la taille, tu vas redessiner. Donc, tu vas appeler dessine, qui elle va appeler efface, qui va effacer les éléments graphiques avant de recolorier tout l'écran comme on veut. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà pour la fonction redessine. Je viens de corriger un truc, hein, j'avais mis des parenthèses là. Mettez pas des parenthèses, c'est un return tout simple. Alors, maintenant qu'on a fait redessine, on a ajouté pas mal de variables, hein. On a celle-ci, on a les tableaux, tout ça. Donc, je vais remonter dans config et on va refaire une init un peu plus globale, un peu plus complète. Donc, je remonte dans config qui est ici et on va faire les init de différentes variables. Donc, on va commencer déjà par initialiser toutes les variables simples. Donc, les deux qu'on a créées, c'est taille graphique X et Y. Ensuite, on va initialiser les tableaux. Alors, les tableaux, on a des particularités. Les tableaux avec une valeur simple, comme un entier, une valeur flottante ou un double, on peut le faire avec cette fonction-là. Array initialise. On donne le nom du tableau et on donne la valeur qu'on veut mettre dedans. Donc, par défaut, les deux tableaux, j'initialise avec une valeur indéfinie. Ça veut dire que par défaut, si on fait rien, on n'affichera rien. Après, il y a un troisième tableau, c'est les textes, c'est du string. On ne peut pas initialiser un tableau de chaîne de caractères avec cette fameuse fonction arrayInitialize. Pourquoi? Parce qu'une chaîne de caractères, il n'y a pas de taille définie. On ne sait pas quelle taille ça a. On peut avoir 1, 2, 10, 100 caractères, on ne sait pas. Donc en fait, on doit faire, pour initialiser une boucle, on va faire une boucle avec un for, hein, et on va passer chaque élément et on va mettre dedans une chaîne vide. Donc pour ça, je vais créer une variable locale, voilà, et loop, et juste après les array initialize, je vais faire une petite boucle et on va initialiser le tableau des textes. Et après avoir fait ça, on initialise la valeur de la taille et le préfixe. Et comme ça, on a tout, et puis à la fin, on efface tous les anciens graphiques qu'on pourrait encore avoir à l'écran. Et voilà, et maintenant il nous reste la fonction dessine, mais avant de le faire, je vais ajouter quelque chose que je crois avoir oublié, c'est dans cette taille. Ici. Quand on organise, quand on initialise la taille qu'on veut afficher à l'écran, je vous rappelle, c'est 0, 1, 2. Donc 0, on n'affiche rien, et 1, 2, 3, suivant la taille qu'on va avoir. Dès qu'on a le set taille, on doit mettre à jour la taille immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le marché bouge, on ne va pas attendre un traitement cyclique de quoi que ce soit. Non, à chaque fois qu'on initialise la taille, automatiquement, on réaffiche tout l'ensemble des valeurs avec la nouvelle taille définie. Donc soit c'est 0, 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un effacement immédiat dès qu'on change la taille dans les paramètres entre autres, ou un affichage qui va s'adapter en fonction des différentes tailles demandées. Donc ici ce que l'on fait après ça, c'est qu'on va appeler la fonction dessine qui est dans la partie privée. On pourrait ne pas le faire. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on a la fonction affiche, celle qui est en dessous là, en dessous, oui, ici. Celle-là, elle va être appelée cycliquement. Donc quelque part, puisqu'elle est appelée cycliquement toutes les secondes ou toutes les demi-secondes, on n'est pas à une demi-seconde pour faire un truc à l'affichage. Donc on aurait pu ne pas le mettre. Parce que de toute façon, voilà. Mais comme je ne sais pas du tout comment vous allez utiliser après cet objet, si vous le récupérez pour vos logiciels, vous pourriez ne pas avoir de traitement cyclique. Donc dès que vous changez la taille, on appelle immédiatement la fonction qui redessine à l'écran. On aurait pu aussi conditionner pour dire mémoriser la taille précédente et uniquement si ça a changé. Bon, ça fait du code et des mémorisations pour pas grand chose. Non, là on va pas s'emmerder, on dessine dès que la taille a été appelée avec une nouvelle taille. Et bien maintenant on a bien travaillé, il nous reste tout en bas la petite fonction dessine et celle-là elle va être un petit peu costaud. Mais avant de l'attaquer, on va compiler. Ça compile. Super. Allez, on s'attaque à la grosse fonction d'affichage sur écran. Alors déjà, la première chose qu'on fait quand on appelle la fonction de dessin, pour éviter d'avoir le risque d'écraser quelque chose qui existe déjà, c'est qu'on va effacer tout ce qui est sur l'écran. Pour ça, on a la petite fonction efface, donc on va tout bêtement l'appeler. On a un écran vierge de tout ce qui appartient au robot. Maintenant qu'on est là, on sait qu'on va forcément afficher quelque chose à l'écran. Alors pour définir combien il y a d'informations à mettre à l'écran, j'ai fait un choix, c'est-à-dire que je commence au début du tableau et je regarde tout le tableau. Je vais tout scanner,
Déjà, on va mémoriser tout ce qu'il y a dans le tableau, comme ça au moins on aura une mémoire. Et surtout, je vais regarder quel est le numéro, l'indice du dernier élément qu'on doit afficher. Vous savez qu'il y a 3 états. Il y a le vrai, le faux et le ignoré. Donc s'il y a des ignorés à la fin, je ne les prends pas, je les ignore. Par contre, s'il y a ignoré entre deux valeurs, je le prendrai puisque c'est ça qui va nous servir à faire des espacements sur l'écran. Par exemple, le premier c'est vrai, le deuxième est ignoré, le troisième est vrai ou faux. Et tout le reste est ignoré. J'aurai 3 valeurs. Donc il y aura une information visuelle, une information vide à l'écran et une autre information visuelle. Ce principe-là a un petit problème, c'est que si jamais vous avez mis du ignoré dès le début, bah moi je le compterai comme étant un élément à afficher. C'est pas forcément gênant, après on peut faire d'autres algorithmes, mais ça devient un peu trop compliqué. Restons simples, pour une fois, on va faire un truc simple. Donc ici, comment je fais? C'est simple, je vais créer une variable locale que je vais mettre à 0, ce sera mon nombre d'éléments à afficher, et je vais scanner tout simplement tout le tableau. Donc là, je mets le nombre d'états ici à 0, je scanne tout le tableau et je regarde si c'est vrai ou si c'est faux, enfin si c'est faux ou si c'est vrai. À ce moment-là, je dis, à ce moment-là, je prends mon nombre d'éléments, c'est l'indice de boucle qui commence à 0, hein, plus 1. Et justement, ça veut dire que si je suis sur le 0, ça veut dire que j'ai un élément. C'est pour ça que je fais le loop, donc l'indice de la boucle plus 1. A priori, c'est tout ce que je fais. C'est pas vrai, hein. Mais en tout cas, pour compter le nombre d'éléments, c'est tout ce que je fais. Déjà, je vais créer une variable locale, tant qu'à faire. Hop, je mets ça au début. Et voilà, donc le n nombre d'états et la boucle pour trouver. Ça, c'est très bien pour avoir le nombre d'éléments, comme je vous ai dit, du premier que je prends d'office jusqu'au dernier qui est valable quelque chose pour avoir quelque chose à l'écran. Mais je vais quand même profiter de cette boucle pour mémoriser les états du tableau. Ça va être très intéressant parce que après on va s'en servir quand on va changer par exemple un état, savoir si on doit le réafficher ou non. Je vous rappelle que c'est ce qu'on a fait, alors je remonte, c'est ce qu'on a fait ici. Ici, on teste si l'état est différent de ce qu'on a mémorisé. Et effectivement, si on a mémorisé un certain nombre d'états, vrai, faux, tout ça, et que ça change, là on devra redessiner. C'est d'ailleurs pour ça que là je fais un booléen qui est égal à vrai, et si c'est vrai, je dessine. Voilà, c'est vraiment le truc vraiment très important pour éviter de réafficher des choses et faire un travail pour rien, quoi, si ça n'a pas changé. Voilà, donc là c'est ici, dans cette boucle-là, que je mémorise. Alors après, on va faire un petit test, c'est que on connaît la largeur de la fenêtre en nombre de points. C'est ce qu'on a fait dans la fonction d'avant. On connaît cette taille en nombre de points. Et puis, la taille d'affichage de nos petits carrés qu'on va mettre à l'écran, c'est des constantes qu'on a définies par rapport à la taille 1, 2 ou 3. Bon, 0, je l'oublie vu qu'il n'y a rien. Ça veut dire que si on a par exemple 10 éléments à afficher, et que la taille fait 40 par exemple, ça fera 10 fois 40, ça veut dire 400 points. Il faudra se prévoir 400 points d'écart minimum pour afficher nos informations. C'est pas que ça va poser problème pour la plateforme, puisqu'en fait, naturellement, si jamais des choses ne s'affichent pas à l'écran, ça ne sera pas affiché. Mais je préfère mettre une sécurité et je vais tester tout simplement, est-ce que mon nombre d'informations à afficher est plus large que la fenêtre? Et si c'est le cas, je sors. Donc là, je fais un petit test. Donc la taille, je vous rappelle que c'est la taille définie en fonction de ce que l'on veut, donc en nombre de points. Et puis après, le nombre de tas, c'est ce qu'on vient de calculer. Et si le calcul des deux est supérieur ou égal à la taille de la fenêtre, le égal, on peut le mettre ou pas le mettre, c'est pas ça qui est important, on n'est plus à un point près, hein. À ce moment-là, je retourne, je ne fais rien. Donc maintenant, il faut définir où on la met, cet affichage, où on met ce cadre avec toutes les données dedans. Alors là, c'est simple. Alors pour ça, je vais faire un petit calcul que je vais vous expliquer de suite. Je vais créer une variable locale, d'ailleurs que je vais créer ici, voilà. Cette variable, c'est quoi? Je prends la taille de la fenêtre et je retire la taille de l'ensemble que je vais afficher. Voilà. Ça veut dire que si j'ai ça, je retire ce que j'ai affiché, il me reste ça. Ça, c'est à diviser par deux, puisque c'est un morceau qui ira à droite, un morceau qui ira à gauche. C'est du vide. Donc c'est pour ça que je fais la taille de la fenêtre moins l'ensemble d'informations qu'on va afficher, le tout divisé par 2, ça veut dire que j'ai vraiment deux espaces qui seront de chaque côté, et je retire 4 parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de place pour faire mon cadre, parce que je vais mettre un cadre avec de la couleur. Donc ce L pos X là, c'est bien la position par rapport au bord de la fenêtre à partir de l'endroit où on va créer le cadre.
C'est vraiment le cadre que je veux faire. Après, il y aura un décalage naturel avec le reste. Mais là, je fais le bord du cadre. Et ce cadre, on va lui donner un nom. Et le nom, je le fais juste après. Je prends le préfixe qui est connu, hein, et je mets box. Donc ça sera préfixe avec box derrière. Et chaque élément, de toute façon, aura son petit nom. Alors ça, j'aurais pu le faire aussi en constante. Bon. Donc là, je définis la variable locale L-nom au-dessus. Voilà. Et maintenant que j'ai le nom de l'objet que je vais créer, j'ai la position X sur laquelle je veux mettre, eh bien, il n'y a plus qu'à définir maintenant et de créer ce rectangle, puisque c'est l'encadrement que je vais faire. Donc là, il peut arriver que la création de l'objet sur écran se passe mal. Donc, dans ce cas-là, on va faire un if et on va encadrer le traitement uniquement si le cadre s'est bien créé. Alors là, on va passer en détail. Là, on va créer un objet, et c'est un objet de type rectangle label. Alors déjà, on va commencer déjà par voir ça dans l'aide. Donc là, vous avez deux manières de créer des objets. Ici, vous avez donc le nom, le numéro plutôt du graphique, sur la fenêtre en fait que vous avez sur votre plateforme, le nom de l'objet, le type de l'objet, le window, c'est parce que vous avez une fenêtre avec des indicateurs dessus. La fenêtre par défaut c'est 0 et après c'est 1, 2, 3 suivant les sous-fenêtres que vous avez. Pratiquement si vous mettez un MACD, le MACD il ne s'affiche pas sur le marché, il s'affiche en dessous. Ça c'est une sous-fenêtre. Et ensuite vous avez les heures et les prix parce que c'est en fonction de l'objet que l'on va faire. Nous, on est sur un objet de rectangle label, et lui, il s'en fout des prix et des heures. Lui, c'est du XY. Donc du coup, c'est pour ça que ici, on met du 0, 0, 0. Déjà, bon, alors, là, ce que je fais, c'est que 0, c'est la fenêtre par défaut, là où le robot se situe. Le nom, c'est le nom qu'on a créé juste avant, ça c'est le type. Et ici, c'est la sous-fenêtre. Donc je le mets sur la fenêtre globale. Je m'en fous des indicateurs que vous avez mis. Moi, je veux vraiment sur la fenêtre du marché. Puis après, ici, c'est deux valeurs qui ne nous servent à rien pour cet objet, donc c'est pour ça qu'on met 0. Alors là, un truc intéressant, on va passer le char ID, le object name, on s'en fout. Par contre, le type d'objet est très très important. Et il suffit de cliquer ici, et on va lister tous les différents objets qu'on peut avoir au niveau du graphique. Nous, ce qui nous intéresse, il est ici. Donc il y a le rectangle, alors je vais vous l'ouvrir tout à l'heure, et le rectangle label qui est tout en bas. Alors pourquoi rectangle et rectangle label? Je vous montre. Le rectangle, vous voyez, il y a tout un ensemble d'informations et il y a surtout du code. Et ça, je vous conseille. Moi, j'ai appris en faisant ça. J'ai récupéré tous les codes qui étaient existants dans leur mode d'emploi. Et puis après, je les retravaillé, remis en forme. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et là, vous voyez, il y a tout un ensemble de paramètres ici. Ils passent dans ils ont créé une fonction. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais créé mes premières fonctions, dans lequel on passe tous les attributs nécessaires pour cet objet, et dans lequel on voit ici les heures, les prix, les heures, les prix, et tout ça. Là, pour un rectangle, c'est facile, ils prennent une heure, un prix, une heure, un prix, et puis ça fait le rectangle. Mais nous, on veut du XY, parce que là, si vous faites heure et prix, dès que ça va bouger, en fait, votre information, elle va dégager petit à petit. Et si les prix bougent et que votre zoom de prix change, votre affichage, il va être, ça va être difficile. Donc nous, on va faire du XY. Et pour le XY, je reviens en arrière, et bien c'est tout en bas, rectangle label. Alors c'est là où on définit le coin de la fenêtre qui nous fait référence. Et puis là, si on regarde dans les paramètres qu'il a mis, on a bien du X ici, c'est du X et du Y. Donc c'est bien ce que l'on veut. Alors vous avez ça, alors pas pour tout, vous avez différentes formes qui ne marchent que avec des prix et de l'heure, et d'autres qui ont un peu les deux manières de travailler, avec XY ou avec les prix et les heures. Nous, on va faire avec ça. Et après, vous avez tout un ensemble de paramètres, si je prends ça. Alors on va aller passer en revue les uns après les autres, mais je vais plutôt le faire sur le code que je vais faire. Déjà, on va commencer par la couleur. Là, on est bien sur un cadre qui va encadrer vraiment tous les petits attributs. Ce cadre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, en tout cas, il aura trois couleurs différentes. Il aura du vert si le robot est actif et opérationnel, du rouge s'il est en arrêt, et du bleu s'il est en simulation. Je crois que je l'ai mis au tout début du fichier. Oui, voilà, c'est ça. On, off et simulation. Ces trois couleurs-là. Donc là, on va faire les trois étapes différentes et on va travailler en utilisant les informations qui sont dans les autres objets. Par exemple là, je vais récupérer dans le contexte le état run, qui nous permet de savoir si c'est en activité ou pas en activité. Et
Si jamais c'est pas en activité, c'est pour ça qu'on a un point d'exclamation juste devant, ça veut dire non, ça veut dire que si on n'est pas en état run, à ce moment-là, la couleur du cadre, que je vais créer tout à l'heure, il est en couleur off, donc il sera en rouge, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et à ce moment-là, je fais ça. Je mets une chaîne de caractères dans l'objet, et cet objet va contenir une chaîne qui s'appelle un tooltip. Ça veut dire que quand vous aurez votre souris qui passe au-dessus, ce message va se montrer à l'écran. Et là, ça sera marqué robot en arrêt. Bon, alors ça, c'est au cas où le robot est arrêté, s'il est off. Mais s'il n'est pas arrêté, alors s'il n'est pas arrêté, on a une autre possibilité, c'est qu'il peut être en simulation. Donc là, je regarde dans le contexte aussi, puisque c'est lui qui contient tous ces petits attributs, et on lui demande, est-ce que tu es en simulation? Si c'est le cas, à ce moment-là, la couleur, j'ai défini en couleur de simulation, donc en bleu. Et pareil, le message qui sera au survol de l'objet, je le change avec un robot en simulation. Et puis, s'il n'est pas arrêté et pas en simulation, par défaut, il est en activité. Donc juste après ça, on fait le else qui va bien avec, par défaut, on met on, donc on mettra en vert, je crois, et puis le petit message robot en activité. Ça va vous permettre d'avoir juste un texte au niveau du survol. Alors, on ne l'a pas encore dimensionné, attention là. Là, pour l'instant, on a créé un objet. Ça veut dire que pour le code, il a créé un objet, oui, un objet. D'ailleurs, il n'est même pas défini pour l'affichage, puisqu'il n'y a pas de coordonnées, il n'y a rien, il n'y a pas de taille. Mais en tout cas, on va remplir petit à petit des informations pour justement le rendre visuel à l'écran et surtout complètement configuré. Après, comme là, on a objet propre. Alors, objet propre, là, pour vous repérer, c'est objet pour objet et propre comme properties, ça veut dire propriété. Propriété de l'objet. Et en dessous, enfin juste après, après le underscore, on a le nom de la propriété. Donc là, on va commencer. Maintenant, on va lui dire la distance x et distance y, c'est la position x qu'on a calculée juste avant, qui est en haut là. Et puis 0, ça veut dire que par y, on va mettre ça juste en haut. Normalement, ça ne devrait pas gêner. J'aurais pu le mettre en plein milieu de l'écran, mais si vous avez votre marché, vos indicateurs au milieu, ça sera un peu couillon. Donc moi non, je le colle en haut. Comme ça, il n'y a aucun problème, ça ne devrait pas trop gêner. Et puis potentiellement ici, vous mettez une constante que vous définissez avant, voire mettre en paramètre pour définir à quelle hauteur vous mettez votre affichage. Après avoir positionné le début de l'affichage, on va y définir maintenant la taille de ce rectangle. Et la taille en X. La taille en X, c'est simple, je prends la taille que je multiplie par le nombre d'états, sauf que là je mets plus 8. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir l'écarter, c'est-à-dire que tous mes petits cadres, là je vais mettre un petit 4 entre chaque, je vais l'écarter, et comme ça on aura un affichage un peu plus aéré que si c'est tout collé. Et pour la taille en Y, le mTie va définir la taille des petits carrés qu'on va faire pour afficher les attributs. Je mets un espace de 2 points avant, plus 2 points du dessin du cadre, et 2 points de vide et 2 points du dessin du cadre. Ce qui fait comme ça, on a vraiment tout un environnement, c'est cohérent au niveau de l'aération. Ensuite, on peut définir le BG color, qui veut dire la couleur de fond. Sauf que moi, le rectangle, je veux pas de couleur. Justement, je veux qu'il soit juste transparent, puisqu'après, si on veut voir le marché en arrière-plan, je veux pouvoir le voir. Donc je mets une couleur qui s'appelle none, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur. Après, les attributs un peu particuliers, là, vous pourrez jouer avec. Alors c'est facile, hein, vous faites ça, recherchez dans l'aide, vous voyez tous les différents types d'attributs qu'on peut mettre. Puis vous les essayez, c'est comme ça que j'ai appris, et à la fin on finit par avoir nos petites habitudes, et puis on fait ça comme on veut. Là, donc vous avez le border flat, et le coin du rectangle, je définis comme quoi il est en haut et à gauche. Vous pouvez le mettre sur les 4 coins différents. Ça veut dire que c'est à partir de là que le XY, que l'emplacement XY va définir. Juste avant, on avait défini ici une couleur. Ça tombe bien, maintenant on va définir la couleur. Alors c'est pas la couleur de fond, hein. C'est la couleur du dessin du cadre, donc de l'entourage. Après ça, on va définir le style d'affichage. Donc là, on dit que c'est un style, la ligne est un style solide, c'est pas du pointillé, et puis que l'épaisseur est de 2. C'est pour ça que le 2 plus 2 de chaque côté, avec un petit espace entre deux, facilement qu'on puisse dire, du coup ça fait bien les 8 que l'on a ici. Et après, je vous mets un petit bloc. Alors ici, le back, ça veut dire que vous mettez votre dessin à l'arrière du marché. Ici, vous dites que est-ce qu'on a moyen de sélectionner le dessin, donc le rectangle? Moi, je dis non. Est-ce qu'on le sélectionne par défaut? Je dis non aussi.
est-ce qu'il est caché? Hidden, ça veut dire caché. Là, je dis oui, ça veut dire que quand vous allez dans les propriétés des graphiques, vous ne verrez pas cet objet dans la liste. Alors, il y a moyen, hein, vous faites tout, il y avait un petit bouton, vous faites tout, et du coup, ça vous montre tout, même ce qui est caché. Mais en tout cas, ça veut dire que par défaut, si par exemple vous tracez un cadre, un texte, tout ça, vous le voyez. Par contre, moi, je veux pas qu'on voit le dessin du robot. Et puis le Z order, alors ça, c'est ça, c'est un peu emmerdant. Si vous avez un cadre, enfin quelque chose, un dessin, un objet, que vous mettez un objet par-dessus, et que vous mettez différents objets comme ça empilés, là ça vous dit l'ordre de priorité. Ça veut dire que si deux objets sont l'un sur l'autre, que vous cliquez à un endroit, vous avez ordonné les différents niveaux. Et ce qui fait qu'il va sélectionner celui qui est d'ordre le plus élevé ou plus bas, je ne sais plus. En tout cas voilà, il y en a une espèce de priorité de sélection. Voilà, ça sert à ça. Là, on a fait tous les attributs qui sont nécessaires pour définir un rectangle label. Donc à partir de là, quand on fera l'information qui va valider cette configuration d'écran, en fait, ça va l'afficher à l'écran. Alors avant d'aller plus loin, je parle de cette variable-là qu'on n'a pas encore créée. Donc je retourne dans le prototypage et dans les données ici, on va le mettre juste devant, pourquoi pas. Voilà, c'est un type color. Alors, rassurez-vous, les types color, les types datetime, c'est du int en fait. Hein. Donc on peut les travailler de la même façon que du int sans forcément être embêté. En tout cas voilà, donc là c'est la couleur du cadre, c'est bien la couleur du cadre. Et puisqu'on l'a créé, ben, je vais dans config, ici, et puis on va l'initialiser à none. C'est pas forcément utile, vu que de toute façon ça sera utilisé uniquement si on rentre dans le dessin. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, j'aime bien initialiser toutes mes variables parce que parce qu'on sait jamais. Enfin moi, je suis habitué au logiciel de sécurité où on initialise toujours les variables que l'on crée pour être tranquille. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben maintenant qu'on a fait notre encadrement qui comme nous montre deux informations, savoir si c'est en simulation ou en activité ou non. Hein. Déjà, on a déjà une information en plus là. Ben maintenant, on va remplir ce cadre avec chaque attribut que l'on a défini, ou en tout cas que vous avez défini. Alors là, on va déjà commencer par redéfinir notre point de départ. Donc là, on fait le même calcul que tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas le moins 4 là. Pourquoi? Parce que moi, ce que je voulais, c'était un décalage. J'avais mon contenu et je voulais que le cadre soit un peu espacé. Donc j'avais décalé de 2 points pour avoir du jour et de 2 points parce que le cadre a 2 points de taille. C'est la taille qui est ici là. J'aurais pu faire beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que j'aurais pu mettre toutes ces valeurs là en fixe dans des constantes. Comme ça, si jamais on voulait changer la largeur du cadre, on avait juste à changer la constante au début du code et après tous les calculs se feraient automatiquement. Donc pour dessiner tous les objets, c'est simple, je vais scanner tout le tableau jusqu'au nombre que j'ai calculé, en fait qui est ici, qui est le L nombre état. Donc là, je fais ma boucle qui va donc de l'indice 0 jusqu'au nombre d'états que j'ai vu qui était valide. Et à ce moment-là, je ne vais afficher que ce qui est un attribut vrai ou faux. Si c'est ignoré, je n'affiche rien, je passerai tout simplement à la suite. Donc pour ça, je fais une petite condition qui indique simplement si l'état est vrai ou faux, à ce moment-là, je vais traiter l'affichage. Je vais fermer la parenthèse juste après. Et la boucle, pareil, comme ça j'aime bien. Voilà, donc ça, je ne vais traiter, je vous mets comme ça, voilà, je vais traiter uniquement les dessins qui sont vraiment utiles à l'affichage. Donc là, en fonction de l'attribut, je vais définir déjà la couleur. Donc déjà, je vais faire la couleur est égale, je vais vous expliquer ça. Pour l'instant, je vais juste créer la variable locale, c'est la dernière qui existe dans cette fonction. Donc, je remonte au début de la fonction et je crée ici la couleur, de type couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? Quand vous avez, par exemple, si, là, par exemple, là, c'est l'équivalent de si méta de l'indice est égal à ça, si j'ai cette condition de vrai, à ce moment-là, le L couleur sera égal à ça. Sinon, L couleur sera égal à ça. On aurait pu faire if, then, else. If, then, else, enfin, if, else. Voilà, ça fonctionne très très bien. Mais en C++ et en C aussi, je crois, on peut faire ce genre d'écriture qui permet d'avoir moins de lignes, un peu plus condensé, et c'est pas forcément plus compliqué à lire. Moi je le fais avec toujours 3 lignes, toujours alignées, pour repérer déjà la condition,
l'affectation quand c'est vrai et l'affectation quand c'est faux. Comme ça, visuellement, je le vois par rapport aux différents étages. Ça, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Alors, je vous conseille de mettre ici, dans les conditions, des conditions simples. Vraiment, faites des conditions simples. Sinon, ça va vite devenir illisible. Après avoir fait cette ligne-là, la couleur est initialisée en fonction de l'attribut ici. C'est-à-dire que si c'est faux, ça sera la couleur faux, si c'est vrai, ça sera la couleur vraie. Et comme ignoré, on ne le prend pas en compte ici, bah là j'ai vraiment deux conditions uniquement. Après ça, on va faire comme pour le rectangle, on va définir le nom de l'objet qu'on va créer. Donc là, toujours le préfixe. Et tout simplement, bah en fait, je vais convertir l'indice ici en chaîne de caractères. Et après, comme affichage, moi ce que j'ai prévu, c'est des choses très très simples. Dans un rectangle, je mets des petits carrés, et les carrés, en fonction de la taille, va nous indiquer si c'est vert ou rouge, si c'est OK ou pas OK. Donc là, bah, je vais faire comme tout à l'heure le rectangle, je vais faire aussi un petit rectangle label. Donc je vais faire, si je crée sur le graphique 0, enfin sur le marché, avec ce nom-là, un type comme ça, avec 0, 0, 0, en fait, je crée en fait pareil un petit rectangle. Et après ça, bah, je vais vraiment définir, alors, uniquement s'il est bien créé. C'est pour ça qu'ici, j'ai toujours dans la condition, parce que si vous ne mettez pas ça et que vous faites un object create sans condition, ça peut ne pas marcher. Et du coup, tout ce que vous allez faire après, vous allez l'assigner à un objet qui n'est pas correctement créé. Alors là, attention, je vous mets une brique. Voilà, je mets tout en même temps. Ici, on a la distance, c'est la position qu'on a calculée juste avant ici. Ici, on va dimensionner par rapport au haut. Tout en haut, on a 0 évidemment. On a le cadre qui fait 2 points. On a 2 points d'espace et après on dessine. C'est bien 4. Là, je fais un petit carré par rapport à la taille choisie. Donc on a vu 10, 20 ou 30. La couleur, c'est celle qu'on a choisie, calculée juste ici avant. Et après, je prends les mêmes informations. C'est-à-dire que je mets le bord plat. Je me référence par rapport au bord en haut à gauche. Ici, la couleur, c'est vraiment le cadre. C'est ce qu'on a défini, je crois qu'on l'a mis en noir. Je vais regarder. Tout à fait, il est bien en noir ici. C'est un style solide. La taille du bord, en fait, il est que de 1 point, pas la peine d'avoir un truc énorme. Et puis ici, pareil, il est en arrière-plan, il n'est pas sélectable, il est caché, et puis avec un ordre à 0, comme le reste. Et ici, dans tous ces attributs, il en manque un. Je remonte pour vous montrer le rectangle. Ici, on avait défini ici un tooltip, donc au moment du survol. Eh bien, on ne l'a pas défini pour les petits carrés. Sauf que, rappelez-vous, dans les fonctions que l'on a fait juste avant, il y a update text et ici le set text. Et dans le set text ici, on renseigne ici le texte que l'on veut voir pour le survol. D'ailleurs, c'est pour ça que ici, c'est bien ajout d'un texte pour le survol de la souris. Donc, quelque part, il est créé, il existe, si on a fait correctement, bien sûr, cette fonction, si on l'a appelé. Si on ne l'a pas appelé, il n'existe pas. Donc, on va faire le tooltip avec cette information ici. Je redescends, je vous montre tout, voilà, à partir de là. Et là, on va quand même conditionner, puisque le tooltip, il est utile uniquement s'il existe. Si on ne l'a jamais renseigné, ça ne sert à rien. Donc là, je vais dire, bah, si le texte n'est pas vide, à ce moment-là, je configure le tooltip pour cet objet. Et voilà, à partir de là, vous avez scanné tout le tableau de données utiles, vous avez affiché tous les petits carrés, et tout ça est dans un rectangle coloré de façon correcte avec les attributs du robot. Alors attention, mettez pas en route tout de suite, ça ne marchera pas. Ici vous avez une boucle, mais le LPOSX, il a été calculé une seule fois. On a pris le premier élément, celui qui est complètement à gauche. Maintenant, dès qu'on a fait un dessin, il faut passer au suivant. Et là, ça se fait dans la boucle, donc c'est à ce niveau-là. Il est donc ici. Voilà, il est bien au niveau de la boucle. Alors vous avez vu, il y a un petit moyen, comme ça, vous cliquez sur les parenthèses ouvrantes, et ça vous met directement en surlignage la parenthèse fermante. Ça permet de repérer plus facilement qu'avec une règle ou avec un truc comme ça à l'arrache. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je fais LPOSX, donc je lui ajoute dedans la taille d'un élément graphique. Et quand j'ai fait tout ça, donc j'ai fait l'effacement, j'ai dessiné le rectangle, j'ai défini chaque petit carré dedans, je ne dois pas oublier quelque chose qui est primordial pour MT5. T4 on peut s'en passer, mais MT5 si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes d'affichage, ça va être un peu le bordel. Chartreau. Chartreau, vous le mettez là, à la fin de votre fonction d'affichage, comme ça lui, sur MT5, il va rafraîchir entièrement son affichage du marché avec ce que vous avez indiqué. Alors là, écoutez, on a presque fini. La seule petite chose, c'est ça. On a deux fonctions pour initialiser les textes. La première, on y retourne, c'est
le setText, où là on fait de l'initialisation tout simple, hein, c'est qu'en fait on remplit le tableau mText. Ça généralement c'est fait au tout début quand on configure l'objet. Et quand l'objet est configuré, qu'il est en mode d'affichage, donc en fait on est constamment en train de rafraîchir cycliquement l'affichage en fonction des paramètres, si ça bouge, et on a le update text. C'est que par exemple, là, je l'ai fait d'ailleurs, on le verra dans les prochains épisodes, je l'ai fait pour les résultats journaliers ou les résultats du trading. Je rafraîchis tout bêtement. Ça veut dire pas la peine d'avoir les yeux rivés sur les résultats financiers. Vous avez juste avec votre souris passé sur le petit bouton qui indique les résultats et ça vous met le résultat global de votre compte. Et bien ça, c'est du update. On va le changer régulièrement. Et ici, on va mettre à jour l'affichage. Et ici, on va devoir donc définir le nom de l'objet graphique sur lequel on va mettre le texte, puis après appeler la fonction tooltip pour pouvoir modifier le texte. Donc dans cette fonction updateText, je vais ajouter une donnée locale qui est le nom de l'objet qu'on va travailler. Et tout à la fin ici, puisque j'ai contrôlé qu'on avait effectivement un affichage, à ce moment-là je vais créer le nom, donc toujours avec le préfixe et le numéro de l'index transformé en chaîne de caractères. Et juste après, je fais la modification, donc je fais un object set string avec tous les paramètres classiques et surtout je lui mets le texte qui a été passé. Alors on peut évoluer puisque typiquement si jamais on met un texte vide et qu'on veut effacer le tooltip, faudrait faire autrement. On a tout un truc à faire. Là je fais simple, je fais juste la mise à jour d'une information à l'écran. Mais on pourrait l'améliorer pour le cas où on veut effacer ce tooltip. À ce moment-là, il faudrait peut-être mettre autre chose. Ne mettez pas de chaîne vide comme ça, vaut mieux éviter. Plutôt une chaîne avec un petit espace comme ça. Ça, c'est très très bien, ça vous évite en fait d'avoir un problème parce que si jamais vous avez deux guillemets proches, je crois que MetaTrader, il a du mal à vivre. Enfin bon, il va pas planter, hein, mais l'affichage va pas forcément être top. Je crois qu'il faut au moins avoir ici un espace. En plus, de toute façon, l'espace est invisible, donc c'est pas gênant. Donc voilà pour l'objet. L'objet est créé complètement. Alors il y a deux choses à voir qui va nous rester. On va prendre Darwin, on va compléter Darwin pour mettre les fonctions justement d'affichage et tout ça de façon régulière, quand jamais on change la taille par exemple. Voilà, ça on va le faire, c'est très rapide, on va faire ça dans cette vidéo. Par contre, après la suite, c'est l'utilisation de cette classe pour vraiment faire de l'affichage. Donc là, malheureusement, ce que je vous ai montré là, vous pouvez pas le tester. Enfin, vous pouvez le tester, mais ça marche pas vu qu'on n'appelle pas les fonctions. Alors vous pouvez, d'ici l'épisode suivant, vous pouvez commencer à créer des utilisations de ça, hein, c'est facile. C'est très facile. Vous appelez la config, vous appelez la taille pour définir 1, 2 ou 3. Ensuite, vous définissez des valeurs avec un indice, par exemple 0, 1 et 2, juste pour ça. Et vous faites du setText pour mettre une petite information pour survol, pour vérifier que ça marche bien. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Normalement, ça marche du premier coup, puisqu'en fait le code, là, c'est vraiment, j'ai recopié intégralement ce qui fonctionne actuellement sur le robot, donc il n'y a pas de risque. Et si vous avez fait des erreurs de saisie, regardez encore une fois la vidéo, ou bien je vous ai, vous savez, hein, il y a les liens de téléchargement sur mon site, vous y allez, tout est complet dedans. Allez, on va dans Darwin, et on va ouvrir le Darwin MQH. On s'est arrêté sur les épisodes précédents sur l'extraction paramètres, pour mettre justement les extractions de la taille d'affichage. Maintenant, on va remonter dans une fonction native qui est le onChartEvent. OnChartEvent, c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est qu'à chaque intervention, chaque modification qu'il va y avoir sur l'écran, ou chaque intervention, par exemple le clavier, la souris, tout ça, c'est cette fonction qui sera appelée. Celle-là, elle est vraiment appelée de façon extrêmement souvent, puisque dès que vous avez même le marché qui change, ça fait un changement. Vous avez une nouvelle bougie, c'est un changement. Vous avez le zoom du prix qui change, c'est un changement. C'est un changement. Partez du principe que tout est un changement. Donc ça sera appelé régulièrement. Vous avez 4 paramètres ici. Ces 4 paramètres permettent de gérer quasiment tout. Alors on va aller voir dans la doc par rapport à ça, le onChartEvent. Voilà, donc là vous avez le onChartEvent. Vous avez plusieurs types d'éléments. Vous avez l'information comme quoi vous avez relâché une touche, comme quoi la souris a bougé, vous avez créé un objet, vous avez changé un objet, vous avez détruit un objet, vous avez fait un clic, vous avez cliqué sur un objet. Enfin voilà, bon je vous passe tout, hein, vous avez même bougé, vous avez fait plein de choses. Tout ça c'est extrêmement intéressant
parce qu'on peut quasiment tout faire, voire on peut tout faire. Et pour faire tout ça, chaque modification, chaque intervention sur l'écran va nous générer une fonction, donc c'est ce qu'on voit là, un état plutôt, avec des paramètres. Et comme certains paramètres ont besoin d'avoir soit des valeurs en entier, en long, en double ou des chaînes de caractères, en fait ils ont fait 4 paramètres en entrée de cette fonction, et en fonction du type ici, on va avoir des informations, je vous mets en grand quand même, voilà. Vous avez donc en fonction de l'id ici, du premier paramètre de la fonction, vous avez ici le lparam qui contient une information, vous avez le dparam qui contient autre chose et éventuellement le sparam aussi. Donc ça, il faut vraiment le savoir, ce tableau, vraiment, vous finissez par le connaître parce que c'est important. C'est vraiment très très important pour savoir de quoi on parle. Alors pour connaître la liste de tous ces éléments ici, ou tous ces attributs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, à ce moment-là, moi je commande, donc ça c'est le handler du groupe char_event, je vais ici, je clique dessus, ça m'ouvre ici char_event, ça génère un événement, et quand je clique sur l'événement ici, j'ai la liste ici. J'ai la liste de tous les événements qui existent, et c'est un type enum chart_event. Première chose que je fais ici, non, je vous le dis tout de suite, c'est pas utile, mais moi j'aime bien, quand il y a des types, nommés par le type. Donc je définis une variable locale qui s'appelle l'event, donc l'événement graphique, et je définis le type qu'il y a dans la doc. Je vous remets juste ici. Comme ça permet d'avoir un truc vraiment propre. Alors on pourrait largement utiliser, je vous le remets, on pourrait largement utiliser les valeurs ici comme des valeurs entières, ça pose aucun problème, mais par habitude, j'aime bien quand des valeurs sont typées, de mettre le même type, comme ça on a vraiment une cohérence entre le type de la variable et puis les éléments, enfin les valeurs qu'on va pouvoir gérer. Alors il y a un événement qui va nous intéresser, c'est celui-ci, le chart_event chart_change. C'est bien le changement de la taille du graphique ou modification du graphique des propriétés. Dès qu'on va modifier l'information affichée, donc le contenant en fait du graphique, à ce moment-là, ça va générer le chart_change. Et uniquement dans ce cas-là, c'est là où moi je vais appeler la fonction de la classe visu pour redessiner tout simplement notre information centrale. Donc là, je vais faire simplement, si l'événement est égal à chart_event chart_change, à ce moment-là, je vais appeler la fonction visu qui redessine. Et comme ça, tout simplement, naturellement, à chaque fois qu'il va y avoir un changement de taille, de dimension, ou de zoom, ou de tout ce que vous voulez, et en fait, ça va appeler ça, et je redessine. Mais dès que vous avez changé la taille de votre écran, votre affichage, il va se recentrer naturellement, c'est génial. Écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va compiler quand même pour voir que ça compile bien. Donc là, j'ai une erreur. Si je clique dessus, ça va ici, et il me dit redéfinition du paramètre par défaut. Oui, bien sûr, ok, c'est normal. Parce qu'en fait, ici, j'ai changé en vous parlant de cette information on devait éviter d'avoir une chaîne vraiment vide. Sauf que dans le prototypage de la update text qu'on a fait au début du fichier, si je remonte, tout au début, je vais fermer ça, on verra plus clair, et puis ça aussi. Donc tout au début, dans les définitions, dans le update text, j'ai mis un champ vide. Il faut que je sois cohérent quand même. Et pareil pour le set text, non là on laisse comme ça. Donc là maintenant c'est cohérent entre la définition du prototypage et la vraie déclaration. Et là si je compile, ça devrait marcher. Voilà, super. Là, il me dit, attention, possibilité d'avoir une variable non initialisée pour le lEvent. Effectivement, j'ai oublié une ligne, tout simplement. Tout simplement. C'est qu'ici, je déclare, mais je ne l'affecte pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma variable locale qui est de type enum chart_event, et je fais ce qu'on appelle un cast. Un cast, c'est une traduction de type. Voilà. Donc je prends le id ici, qui est passé en paramètre, qui est un type entier, et je casse pour lui dire, maintenant, à partir de maintenant, ce id là, je te le transforme en type vraiment enum chart_event, et je te mets dans la variable qui est de type enum chart_event. Là, on peut le faire, puisqu'en fait, ça c'est du int, et ça c'est du int aussi, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, voilà, j'avais oublié ça. Vous voyez, c'est un warning, c'est pas une erreur, c'est un warning, sauf que ça n'aurait jamais marché. Parce qu'en fait, on serait rentré là-dedans, avec ici le id qui valait l'information chart_event change, en fait, chart_change, sauf que comme j'affectais jamais le lEvent, j'irai jamais là-dedans. C'est encore plus embêtant, c'est qu'on ne sait pas ici la valeur que lui a à la création. Vous avez des compilateurs qui initialisent tout à 0,
mais des fois c'est la mémoire avec ce contenu et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, non, faut vraiment faire quelque chose de très propre, et là on a traduit, on a vraiment renseigné la variable locale qu'on a utilisée, et après on l'a utilisé. Donc le warning, attention, laissez pas passer des warnings, hein. C'est l'arbre qui cache la forêt et vous pouvez avoir des problèmes. Allez, on recompile et ça fonctionne correctement. On va arrêter là cet épisode. Là, la classe est terminée, elle fonctionne, vous pouvez l'utiliser. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez commencé à l'utiliser et ce que vous en pensez. Le robot, dans les épisodes suivants, on va vraiment utiliser cette classe, on va vraiment faire de l'affichage, et là on pourra tester le robot, enfin tester les premiers pas du robot avec les affichages. On va simuler des situations, on va mettre des paramètres, on va regarder comment ça réagit, on va configurer la plateforme MetaTrader pour voir aussi si ça réagit correctement. L'épisode suivant sera vraiment très intéressant par rapport à ça. Bon bah, bravo pour votre courage, parce que vous avez survécu au 24. Il y en a 2-3 au fond qui sont morts, mais bon, il y a de la perte en ligne, c'est normal. Bon, n'empêche que le 24, vous avez vu, c'est quand même assez particulier. Là, on a vu uniquement pour le rectangle label, mais vous verrez que si vous fouillez un peu dans le mode d'emploi de MetaTrader 4 ou 5, hein, vous avez beaucoup d'exemples et beaucoup d'autres types de graphiques. C'est quasiment le même style. Voilà, il faut juste repérer les attributs à mettre et ça se fait tout seul. Donc si vous êtes content de ce que je vous montre dans les épisodes sur la construction d'un robot de trading sur MetaTrader 4 et 5, n'hésitez pas, faites un like, c'est vraiment super important, levez le pouce, c'est important pour la survie de la chaîne et la mise en avant. Vous pouvez vous abonner si vous voulez aller plus loin dans le développement, pourquoi pas. Il y a aussi, n'oubliez pas, des vidéos sur le vocabulaire de trading, et bientôt, à la suite de ce robot, je vais faire des analyses de stratégie qui sont vantées comme étant à 100%, à 98% de réussite. Moi, je vais vous débunker tout ça, je vais vous montrer que où est la vérité entre ces stratégies dites magiques et splendides et la réalité quand on est devant les marchés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Les commentaires sont là. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit message qui dit que j'ai bien bossé ou qui me propose autre chose. Mais allez-y, hein, franchement. Et puis vous pouvez partager, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Et vous avez le lien sur une formation pour la découverte du trading, qui est soit sur Udemy, soit sur mon site. Les prix sont différents, mais c'est normal parce que sur mon site, il y a 1 heure de partage et de dialogue ensemble. Et puis, vous avez des indicateurs sur mon site, vous avez tous les sources que je vous montre ici sont téléchargeables sur mon site. Donc si vous n'avez pas le courage, ce que je comprends, de recopier tout ce que je vous montre à l'écran, vous allez carrément sur mon site, il y a des liens de téléchargement, vous y allez et vous avez toutes les sources complètes depuis le début du premier épisode qu'on a fait sur ce projet. D'ici là, donc le 24 c'est fini, le 25 va suivre. Le 25 va contenir toute la partie surveillance. Là on a fait tous les modules à peu près principaux, maintenant on va vraiment les utiliser. On va faire la surveillance. La surveillance, ça consiste à utiliser tout ce que l'environnement qu'on a codé nous fournit comme information, et on va utiliser Visu pour afficher toutes ces informations à l'écran. Et ça va nous permettre aussi de analyser le contour, enfin le contexte plutôt, du robot pour dire si effectivement on peut ou on ne peut pas analyser la stratégie. Ça, c'est vraiment le dernier rempart, quelque part, entre le codage des différents outils du robot et vraiment la gestion de la stratégie. Donc, ne ratez pas le 25, il est vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on va vraiment se mettre devant les écrans après et on va vraiment manipuler, faire beaucoup d'essais. Je vais essayer de le faire en une seule vidéo, alors ça sera peut-être un peu chargé, mais je vais faire une seule vidéo sur la surveillance, et il y aura beaucoup de manipulations sur le robot devant l'écran sur les marchés. Donc on se dit à très bientôt.